Derrière l'image, aujourd'hui notre épisode est consacré à une question qui fait beaucoup débat, la place des téléphones portables à l'école. Pour en parler, nous recevons Aurélie Javadi, chef de rubrique éducation et société à The Conversation France. Bonjour. Bonjour Cyrine. Merci d'être avec nous Aurélie. Quelle photo vous avez choisie? Alors la photo qui va s'afficher, elle a été prise par Bertrand Gray, qui est photographe à l'AFP. On est dans le Val d'Oise, au nord, dans la banlieue nord de Paris. On est dans un lycée professionnel et donc on voit l'enseignante qui passe dans les rangs avec cette mallette pour collecter les téléphones des élèves. Alors c'est le début du cours. Ce rituel, il est un peu atypique. Il a été mis en place dans l'établissement pour mieux faire respecter le règlement intérieur qui fixait que les téléphones sont interdits pendant les cours. Mais voilà, ça peinait à être respecté. Les élèves consultaient leurs notifications. Il pouvait y avoir des cas de triche, de filmer d'autres élèves et ça créait des conflits. Donc l'établissement a choisi voilà, cette solution. Et cette photo, je l'ai choisie parce qu'elle reflète la question dont vous parliez, la place des téléphones dans les établissements. C'est une question qui anime beaucoup l'éducation nationale aujourd'hui. Donc les téléphones ont été interdits par principe dans les collèges, dans l'ensemble des locaux des collèges, depuis la rentrée 2025. Et le gouvernement voudrait que ce soit interdit à l'horizon de la rentrée 2026 dans les lycées aussi, également. Voilà. Alors, le texte il a été voté à l'Assemblée nationale avec des modifications au Sénat. Et là, il y a une commission mixte paritaire qui se penche sur ces modifications. Alors, si on retourne là dans ce lycée, dans les lycées comme celui qu'on voit à l'image, qui ont choisi d'interdire les téléphones pendant les cours, alors on parle d'apaisement, on dit que les élèves sont plus concentrés. Mais alors, quand on leur parle d'une mise en œuvre à plus grande échelle, enfin dans tous les espaces de l'établissement, pas seulement les classes, mais voilà, les enceintes, ça laisse les élèves et les professeurs un peu plus sceptiques. Voilà. Même les professeurs. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont si sceptiques face à cette interdiction générale des portables dans les lycées? Est-ce que ça pose trop de problèmes de mise en œuvre? Eh bien, voilà, c'est ça le problème, c'est une question de logistique, parce qu'à plus grande échelle, interdire dans les couloirs, dans les cours de récréation, dans les classes, ça suppose d'installer des centaines de casiers, ça suppose de contrôler plus les allées et venues des élèves, avec voilà, les embouteillages que ça suppose, et puis il y a un coût aussi à investir. Enfin, là, le dispositif qu'on voit dans le lycée, enfin, je crois qu'il y a un financement d'un programme de l'Île-de-France. Mais alors, au-delà de ces questions logistiques, il y a une question centrale d'éducation aussi, ce qu'on veut faire avec, derrière cette interdiction, ce qui la motive. Et alors, ces enjeux, ils sont résumés par Jean-François Cerisier, qui est chercheur à l'Université de Poitiers. Il a écrit un article sur The Conversation autour de cette question. Donc, il nous rappelle que cette interdiction des téléphones, elle vient d'un souci pour le bien-être des élèves. En fait, on sait que les réseaux sociaux, ça peut conduire à des questions de harcèlement. Il y a une pression sur l'image de soi. Donc voilà, il y a toutes ces nuisances. Et donc l'idée, c'est de protéger les élèves. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie vraiment pour les protéger, puisqu'il y a tout un ensemble de paramètres qui ne sont pas pris en compte. D'abord, il y a une autre stratégie qui repose sur la régulation de l'activité des géants du net, tout simplement. Il y a aussi un soutien qui doit être apporté à l'édition jeunesse pour des contenus de qualité, pour un meilleur accompagnement. Et puis, il y a surtout l'éducation au numérique, en fait, le dialogue avec les jeunes, le dialogue autour de leurs pratiques. Partir des pratiques des jeunes, justement, pour réfléchir à la place des écrans au quotidien, c'est ce que fait le collectif d'artistes désabonnés. Les équipes de Pas de quartier ont suivi un de leurs ateliers à Grenoble. On regarde un extrait de ce reportage de début avril. Le collectif Désabonnés a été appelé à la rescousse dans la petite ville de Fontaine. 22 000 habitants, 2 collèges, un lycée. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Et une question, comment sauver les ados d'une utilisation problématique des réseaux? Je sais pas vous, mais nous on passe beaucoup de temps sur notre téléphone. Vous, ça vous arrive de passer du temps sur votre téléphone? Ok, bon, on va parler de tout ça. Vous avez plusieurs applications sur votre téléphone? Vous parlez avec des gens sur votre téléphone? Des fois vous faites des nuits blanches sur votre téléphone? Ok, bon aujourd'hui on va vous donner des outils pour pouvoir vous exprimer sur ça. Tracy Dessat a signé son 3e album. Sur les réseaux, elle est suivie par une communauté de près de 30 000 abonnés. Rentrez dans le cercle et si vous avez déjà créé un faux compte. Moi aussi j'ai créé des faux comptes. Nous on part de notre vécu, on pose des questions pour comprendre si on a des expériences communes déjà avec les élèves. Ok, rentrez dans le cercle si vous avez déjà stalké quelqu'un sur internet.
L'animatrice de l'atelier nous l'explique, hein, il ne s'agit pas de faire de la morale aux élèves, on arrive juste en leur demandant ce qu'ils font sur Internet, ce que ça leur amène comme émotion. Qu'est-ce que ça change de parler d'émotion? Alors, quand on parle de réseaux sociaux, d'informations en ligne, dans les classes, souvent on se concentre sur la question de l'esprit critique. En fait, juger la crédibilité d'une information, la vérifier, départager le vrai du faux. La question, c'est que à ces éléments essentiels pour apprendre à se forger une opinion, il faudrait aussi ajouter la question de l'économie de l'attention. Donc, Divina Fromex, elle est professeure en sciences de l'information et de la communication, et c'est ce qu'elle plaide dans un article pour The Conversation. Elle dit qu'il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres d'usage d'Internet en fait et de ces réseaux sociaux, et donc comprendre en fait les contrats qu'il y a derrière. Quand on donne accès à ces données, on donne accès à ces données quand on veut accéder gratuitement à un site. Donc voilà, il y a un contrat déjà qu'il faut prendre en compte. Et puis aussi, tout fonctionne sur de la publicité. Donc les fonctionnalités de design, elles sont pensées en fonction de ça pour retenir l'attention de l'internaute, l'inciter à scroller, l'inciter à liker. Et donc cette économie de l'attention, quand on s'interroge sur les émotions, les réactions qu'on a, on en vient à cette économie de l'attention, à ce fonctionnement. On le voit, l'animatrice, là, dans le reportage, elle les fait réagir par rapport à ces rouages. Et puis, les jeunes, de même, dans le texte qui vont rédiger avec elle, ensuite, ils expliqueront que, voilà, il faut se débrancher, il faut arrêter de liker. Donc, ils en viennent eux-mêmes à ces réflexes-là. Prendre conscience, c'est déjà un premier pas, mais comment on passe de la prise de conscience à l'action? Alors, le marketing social, là, qui est évoqué, en fait, peut être un tremplin. Il y a des chercheurs qui s'appellent Pascal Aizan, Caroline Rouen-Mallet et Stéphane Mallet. Ils sont aux universités de Rouen et du Havre. Ils travaillent sur un programme alimentation et numérique. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on voit dans le reportage. Là, ils sont spécifiquement autour d'un sujet. Ils se focalisent sur ce sujet-là pour amener les jeunes à interroger en fait leur motivation en fait. Pourquoi on like, pourquoi on recherche des likes, pourquoi on poste des selfies. Et le fait de s'interroger sur toutes ces motivations, ça permet d'identifier les besoins qui sont derrière cette nécessité d'appartenir à un groupe, cette nécessité d'être reconnu. Donc ça leur permet de comprendre ce qu'eux-mêmes en fait inconsciemment recherchent. Et en comprenant ça, et voilà, ils montent des ateliers pour réfléchir à des solutions alternatives. Mettre en place des collectifs sportifs, mettre en place des groupes de création. Et donc, ça permet de replacer, en fait, de remettre les réseaux sociaux à leur juste place, savoir que ce sont des outils. Et on en revient à ce que disait l'animatrice là, dans le reportage, en fait, quand est-ce que ça me sert et quand est-ce que ça me dessert. Et donc, d'ajuster, en fait, ces comportements et de réfléchir à la place de ces réseaux. On va regarder une autre initiative pour changer les usages numériques avec un public beaucoup plus jeune. C'est un sujet diffusé sur France 24 en 2021. Qui est le plus intelligent? La machine ou est-ce que c'est l'homme? Alors qui vote? Dans cette classe de CE1, ils ne sont pas tous d'accord, mais Nour semble sûr d'elle. L'homme, lui, c'est lui qui lui donne les ordres. Alors l'homme, c'est le plus intelligent. Après avoir décrypté le fonctionnement d'un robot par le jeu, place à la tablette. À seulement 7 ans, les enfants apprennent la logique de la programmation informatique. Ils pourront plus tard créer de petites animations ou des jeux vidéo. Ils apprennent donc toutes les notions liées à l'informatique. Donc là, ça va être sur les instructions juste de déplacement, ça peut être sur les itérations, les boucles, les bugs. Donc au fur et à mesure de leur avancement, ils vont apprendre à coder. À l'origine du projet, Céline Heller. Son combat associatif, lutter contre la passivité des enfants devant les écrans et dispenser un apprentissage du code gratuit dès la primaire. 600 élèves y ont déjà été formés au cours de l'année scolaire 2019-2020. Nous, l'ambition, c'est surtout et avant tout de transformer l'usage pour que les enfants soient des acteurs. C'est vraiment ça l'enjeu et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et de ne pas être devant l'écran juste en ingérant l'information, mais qu'ils comprennent que derrière, il se passe des choses en fait. Derrière cette porte que représente l'écran aujourd'hui. Donc on les emmène à l'intérieur et puis après, chacun va ingérer aussi à sa manière.
Ces enfants, ils ne sont qu'en CE1 et déjà, on leur apprend Ouais. des bases de programmation pour créer des jeux. C'est ça l'enjeu de l'éducation aux écrans aujourd'hui, passer d'une posture de consommateur à une posture d'acteur. Oui, alors tout à fait. Enfin, quand on parle des écrans, il y a énormément d'activités derrière, hein, tout comme tous les outils qu'on utilise, et même le livre. Et c'est ça qui irrite les chercheurs, c'est de parler des écrans en général. Donc il y a ces activités qui sont néfastes pour la santé mentale, autour des réseaux sociaux. Et il y a aussi ces activités très créatives. On voit, c'est impressionnant en fait, de voir ce qu'ils arrivent à faire et de ce qu'ils organisent en fait, avec ces enfants qui sont seulement en CE1. Et donc il y a un accompagnement autour avec des apprentissages et des connaissances à transmettre aux enfants. Et puis il y a aussi, il faut s'intéresser aussi à ces pratiques informelles qu'ils ont eux-mêmes dans leur quotidien, en apprenant auprès de leurs frères et sœurs, auprès de leurs parents. Enfin, ils savent déjà filmer, parfois ils font des montages avec des images, etc. Et donc les chercheurs, dont Jean-François Cerisier, disent qu'il faut en fait justement mener ce dialogue pour rebondir sur ces activités-là et développer, enfin dépasser ce débat autour d'interdire ou d'autoriser les écrans. L'UNESCO même le dit dans un rapport qui est sorti là au printemps 2026, en fait, que l'enjeu maintenant c'est de préparer les élèves à ce monde numérique et puis d'apprendre à utiliser les technologies à bon escient en fait. Et pour finir, comment la France, est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres pays concernant la place des téléphones portables à l'école? Alors, elle suit vraiment le courant, puisque là, les interdictions de téléphone dans les classes ont augmenté. Alors, il y avait environ 25% des pays qui les interdisaient en 2023. Ça fait 114 systèmes éducatifs. Et là, on est à près de 60%, en fait, 2025-2026, qui les interdisent. Parmi les derniers pays à instaurer une interdiction, alors il y avait la Bolivie, le Costa Rica, la Géorgie. Mais alors, le rapport de l'UNESCO précise que la question, elle est quand même beaucoup discutée. Il y a beaucoup de pays, comme le Royaume-Uni, qui mettent en place une régulation, mais sans interdire totalement. Donc on voit qu'en fait, c'est un débat qui est mondial, que les solutions sont différentes, mais que c'est une mutation actuelle sur laquelle tout le monde est obligé de s'interroger. Merci beaucoup Aurélie Javadi pour toutes ces informations. Retrouvez ces articles et beaucoup d'autres analyses encore de chercheurs sur The Conversation.